financière euh, qui est très importante. Euh, la gestion du personnel, c'est important. La gestion financière, elle est importante. Et puis, la partie juridique, parce que dans le libéral, il faut comprendre, en fait, voilà, quand vous avez un contrat, déjà comprendre l'importance d'un contrat, il vous lie l'ordinateur de sa tablette. Euh, voilà, on paye le loyer, on fait des commandes, des réservations pour la salle de sport, massage et tout ça. Euh, voilà, et différentes commodités sur le site. Voilà, sans pour autant se déplacer. Vous avez une plainte à faire, l'eau, soin, fuite, vous avez une ampoule qui est grillée. Donc, tout ça, ça se passe comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, de chercher. Il faut avoir une certaine stabilité pour pouvoir engager des gens. Il faut avoir un certain nombre de marchés, un certain nombre d'opportunités pour pouvoir avancer avec des gens. Sinon, Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, I don't need to go around anymore. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine Wangila Connect depuis les États-Unis d'Amérique. Nous serons en connexion avec Kinshasa pour parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat dans le secteur de l'architecture, voir l'évolution d'un entrepreneur à travers l'architecture, comment il s'est lancé, où il en est. Nous allons entrer en contact avec l'architecte Dieudonné Mutombo. Dieudonné Mutombo, nous vous saluons. Bonsoir à vous, M. Sanforia. Dieudonné, c'est encore un réel plaisir de vous retrouver. Nous allons parler de vous, de votre expérience. Vous allez partager votre vision de l'architecture et votre vision de l'entrepreneuriat et parler des réalités de l'entrepreneuriat en Afrique et en RDC parce que votre partage d'expérience pourrait intéresser tous nos téléspectateurs à travers le monde et pourquoi pas les jeunes Africains qui se battent aussi dans le domaine de l'architecture. Comme nous l'avons si bien dit en introduction, nous avons l'insigne honneur de recevoir Dieudonné Mutombo. Dieudonné Mutombo, pour ceux qui vous prennent de court, qui ne connaissent pas qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous suivent à travers le monde? Ok, bonsoir à tous. Je suis architecte de formation, père de famille. J'ai 4 enfants. Je suis marié et père de famille. Je suis manager et responsable d'un cabinet d'architectes basé ici à Kinshasa, qui s'appelle Tandem Architecture Internationale. J'œuvre dans le métier en tant qu'architecte depuis 2007, plus ou moins, oui, 2006-2007. Voilà, donc en gros, c'est ça ma petite présentation. La petite présentation de Dieudonné Mutombo qui cache un grand parcours. Dieudonné Mutombo, la première question que nous aimerons savoir, comment vous naît la vocation d'architecte? Vous aviez un proche parent qui était architecte ou bien déjà vous saviez qu'est-ce que c'est? Comment est venu le goût de devenir architecte à Dieudonné Mutombo? Pas du tout. Je n'ai pas eu de proches parents architectes. Je ne connaissais même pas le métier. Ça m'est venu très tôt, vraiment très tôt. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'avais 9-10 ans quand j'ai commencé à rêver de ça, en fait. C'est arrivé banalement par un simple film que j'ai suivi. Malheureusement, je ne me rappelle même plus du titre du film. J'ai fouillé plusieurs fois dans la mémoire pour essayer de retrouver le film et de le revoir. Mais c'est un film qui parlait d'un architecte. Dans le personnage principal était un architecte et secondaire, c'était son enfant, son fils. Alors, c'est après le film que je demande à ma grande sœur, une de mes grandes sœurs, je lui dis, c'est quoi architecte?
c'est quand il m'explique clairement que c'est la personne qui conçoit les projets, qui construit. Bon, elle m'avait dit avec des termes assez simples, hein, pour mon âge, que c'est celui qui construit les maisons, les immeubles. Tu as vu dans le film, le monsieur était en train de finir un immeuble et tout ça. Voilà, voilà. C'est ça un architecte. Et puis, bon, c'est resté dans ma tête, c'est resté comme ça trottait dans ma tête et tout ça. Quand je cherchais un métier à faire, c'était ça qui trottait. Je me disais Là, architecte, vous je vais étiez à construire des l'école grands primaire immeubles. ou secondaire déjà? Non, non, j'étais à l'école primaire. Je devais être en cinquième primaire. Donc, vous aviez déjà l'esprit vif et les idées claires en vous. Oui, je savais déjà plus ou moins que c'est ce que je voulais. C'est vrai qu'à un moment donné, en grandissant, j'ai pensé un peu à devenir pilote et puis à devenir joueur de basketball américain. Mhm. Parce que comme j'aimais le basket, voilà, j'en ai un peu tous rêvé de la NBA. Mais la base, c'était d'être architecte. Donc déjà, très tôt, à 10 ans déjà, je me disais, je vais sûrement devenir architecte. Et ça se passe comment? Parce que les ambitions et la réalité, ça se passe comment les études d'architecte? Elles sont bonnes, des illusions, ou bien vous vous dites c'est parfait, j'y vais? Non, ce sont des études qui sont assez longues parce qu'il faut 6 ans. C'est pas aussi long que les études pour devenir médecin, mais c'est quand même 6 bonnes années d'études universitaires. Ça n'a pas été facile. Et ce n'est pas, je pense, hein, que c'est pas que pour, c'est pas seulement qu'ici en RDC. Je pense que c'est euh, dans toutes les écoles d'architecture dans le monde. Ce sont des études qui ne sont pas très aisées, qui ne sont pas faciles, qui sont déjà coûteuses. Déjà à notre époque, c'était pas évident parce que voilà, ça demande beaucoup de matériel. Euh, donc déjà ça prend beaucoup de temps. On ne peut pas faire deux, trois choses en plus des études d'architecture. Il faut vraiment être focus dessus. Il y a beaucoup de pression. Il faut des fois passer de longues nuits blanches sans dormir. Donc, c'est des études qui prennent beaucoup de temps, en fait. C'est assez épuisant. Mais bon, ici en RDC, elles sont assez accessibles. Parce qu'il y a la grande école d'architecture, l'ISAU, sur 24, l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme. Et puis, il y a plein d'autres écoles privées qui sont nées à Lubumbashi, dans le Kivu et tout ça. Donc, c'est des études qui sont assez accessibles pour tout le monde. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Dieudonné Mutombo, architecte. Comment s'est lancé dans un métier? Lui, il nous livre son parcours et l'expérience pour inciter des vocations et voir comment l'entrepreneuriat dans ce secteur évolue. Mais l'appréhension des parents, c'est vrai, ce sont des parents africains. Est-ce que pour eux, ces choix d'études étaient faciles? Les débouchés, peut-être tu termines, tu vas être engagé dans une entreprise, dans une banque, mais parler d'architecte, est-ce que les parents, c'était facile avec la famille d'accepter ton choix? Non, pas facile parce que mon père m'orientait beaucoup plus vers l'agronomie ou bien la médecine. Bon, ma mère, elle m'a laissé faire. Elle ne m'a mis aucune pression. Elle m'a laissé décider ce que je voulais. Mais mon père me disait que ça allait être difficile. Les débouchés seront compliqués. Que ça serait mieux de faire l'agronomie parce que bon, le pays, l'agriculture, il est grand, c'est l'avenir du pays et tout ça. Donc, les débouchés seront grands. Mais je ne me suis jamais vu en agronome ni en médecin. Euh, Plus je grandissais, plus j'étais convaincu que je devais faire l'architecture. Alors, à un moment donné, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai pensé à devenir pilote et puis à faire l'électronique, mais finalement,
voilà, quand je finissais, j'étais en train de finir mon parcours euh, des humanités. Au collège Boboto, j'étais déjà convaincu parce que j'avais choisi la filière scientifique maths physique. Donc, je me disais, c'est l'architecture ou rien. En tout cas, c'est la première option que j'avais choisie. Bon, finalement, les parents ont cédé. Ils m'ont laissé faire mon choix. Euh, c'est vrai, après plusieurs discussions avec mon père, mais bon, finalement, il a cédé. Il m'a dit, bon, comme tu en es convaincu, vas-y, on te bénit. Donc, voilà. Comme tu en es convaincu, on t'est béni. C'est ça aussi la famille. La famille a des appréhensions, des inquiétudes, des débouchés. Dieudonné, Oui. tu achèves tes études, tu décroches ton diplôme. Ça se passe comment les premières années? C'est facile de trouver des marchés. Tu t'es fait embaucher, tu travailles dans un cabinet. Ça se passe comment? Pour moi, ça se passe beaucoup plus facilement, bizarrement, que pour d'autres. J'explique. Déjà qu'au pays, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'embauche pour les architectes. Toutes les structures que nous avons, les grandes entreprises qui engagent vraiment, c'est plus dans la télécommunication avec voilà, comme on finissait, les Vodacom arrivaient et toutes ces compagnies, bon, je ne dois pas les citer pour ne pas faire leur publicité. Et toutes ces compagnies de communication arrivaient, il y avait les banques qui arrivaient, voilà. Donc, c'était plus les économes, les juristes dont on avait besoin dans les entreprises, les architectes, pas vraiment. Donc, on n'en avait vraiment pas besoin. Tout au plus les ingénieurs en TP, en bâtiment et travaux publics. Alors, donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités d'embauche. C'est vrai qu'on a cherché à être embauché, on a écrit des lettres à gauche, à droite, euh, moi et des amis proches, mais on n'a pas trouvé de boulot. Mais par un coup de hasard, il y a quelqu'un qui nous fait confiance, moi et un ami avec qui on a fini ensemble. C'est avec lui d'ailleurs qu'on va monter euh, ce bureau d'études. Donc, à nous deux, on nous confie la réalisation euh, d'une villa. Euh, voilà, bon, on ne peut pas citer le client, mais c'était une villa très grande à Lingwala, tout juste en face de, de l'ISAU. À l'époque, à notre époque, c'était l'IBTP. Et voilà, c'était une vieille construction qu'il fallait vraiment modifier. On l'a modifiée quasiment à 90% pour en faire une très grande villa avec, voilà, et tout le reste. Donc, c'est allé très rapidement. Et ça, je vous parle de 3 mois après avoir eu mon diplôme. Donc, j'ai mon diplôme aujourd'hui. 3 mois après, j'ai cette opportunité. Et puis, c'est allé très rapidement. Donc, très rapidement, on a eu des marchés comme ça qui sont arrivés. On a gagné en expérience. Et puis, on a commencé à apprécier le goût d'être architecte. Donc, il y avait beaucoup plus de facilité. Bon, à l'époque, je venais à peine de finir. J'étais encore chez mes parents. Donc, tu ne payes pas le loyer. Voilà, l'argent coule facilement. Bon, voilà, c'était beaucoup plus facile pour nous. C'est après que les choses ont commencé à se corser et à devenir un peu plus compliquées. Nous aimons ce que tu viens de dire. Il y a eu un moment d'ouverture. Vous avez eu votre premier marché 3 mois après l'obtention de votre diplôme. À ce moment-là, par rapport à votre expérience vécue, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune architecte qui te suit maintenant, un jeune entrepreneur, lorsqu'il a des débouchés, que ça arrive, comment il doit le gérer pour prévenir les temps de disette, les temps difficiles? Voilà, il faut être très économe, être très visionnaire, en fait. Ce métier, en fait, c'est un métier libéral. Hein. Nous sommes, d'une certaine manière, nous sommes des entrepreneurs. Euh, voilà. Et les opportunités n'arrivent pas tout le temps, n'arrivent pas tous les jours. Euh, donc,
Donc, quand vous avez la chance de saisir une opportunité, il faudrait penser au lendemain. Euh, Parce que dans tous les métiers libéraux, il y a des périodes creuses, hein, où voilà, on stagne un peu. Et puis, il y a beaucoup, vous êtes très occupé avec beaucoup de marchés, et puis ça revient un peu, ça baisse et tout ça. Voilà. Donc, il faut savoir investir, être conscient de ça, que voilà, aujourd'hui, j'ai des opportunités. Bon, elles ne viendront pas tout le temps, et demain, bon, voilà, on peut se retrouver qu'il n'y a plus d'opportunités, mais si on a investi, on a fait des bons placements, bon, on arrive à s'en sortir et la structure peut continuer à vivre et à évoluer sans trop de difficultés. Donc, selon vous, il est très important d'intégrer la notion de gestion financière dans les métiers libéraux. Obligatoirement, tout à fait, obligatoirement. Et ça doit être même intégré déjà au niveau de l'école. Malheureusement, ce ne sont pas de cours de base, ça n'a pas beaucoup d'importance, alors que dans tous ces métiers à caractère libéral, voilà, il y a cette gestion financière euh, qui est très importante. La gestion du personnel, c'est important, la gestion financière, elle est importante. Et puis, la partie juridique, parce que dans le libéral, il faut comprendre, en fait, voilà, quand vous avez un contrat, déjà comprendre l'importance d'un contrat, il vous lie, voilà, savoir le lire, le comprendre, bien sûr, il y a un avocat qui peut vous conseiller derrière, mais il faut déjà avoir une certaine base, il faut déjà savoir comment ça se passe juridiquement et tout le reste. Donc, la base financière, donc la connaissance financière de la gestion est primordiale, elle est importante. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Dieudonné Mutombo, architecte, entrepreneur. Il nous parle de son parcours. Quelles sont les réalités des métiers libéraux, notamment les architectes, les entrepreneurs? Comment les jeunes doivent s'y prendre, surtout en Afrique, en République démocratique du Congo, il n'y a pas assez d'opportunités. Comment les saisir? Dieudonné, il y a un aspect. Vous êtes jeune, vous Oui, voulez faire sentir aux autres que oui, votre métier marche, que là où vous êtes, il fait beau vivre. Le bling-bling, les jeunes et les bling-bling, parce que on veut sentir que tu as la belle voiture, tu as évolué. voilà. Cette notion d'évolution, comment ces jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans les métiers d'entrepreneur, en tant que métier libéral, le bling-bling, ça sert à quoi? Est-ce qu'il faut forcément avoir un train de vie pour démontrer aux autres que voilà, j'ai les clients, j'ai les marchés, donc je peux être à tel restaurant, je peux boire tel genre de vin, je peux avoir telle aisance de vie? À quoi ça sert? Ou il faut s'en méfier? Ou bien il faut être modéré? À quel moment ça peut te servir devant un client? Ou à quel moment tu dois recourir et ne pas recourir? Quel est le juste milieu? Dieu donné. OK, je pense que selon moi, hein, selon ma petite expérience, je vais vraiment parler très humblement. Moi, je peux conseiller à un jeune qui se lance, euh, voilà, ou qui est déjà dans le métier, de vraiment se méfier du bling-bling. C'est vrai que après avoir galéré, parce qu'il faut se dire, hein, il faut se le dire, l'université, c'est pas facile. Surtout l'université en RDC, c'est pas évident. Euh, Et je suppose aussi des études comme l'architecture, sous d'autres cieux, même là où tu es, aux États-Unis, les gens en bavent quand même, hein. Ils en bavent, même si vous avez toutes les conditions qui sont bonnes, mais c'est des études qui sont difficiles et vous êtes sous pression en permanence. Ce qui fait que quand on commence à bien gagner la vie, on commence à bien gagner sa vie, il y a de l'argent qui entre, on a tendance un peu à prendre sa revanche sur la vie. Euh, voilà, et vraiment à vouloir vivre cette vie de bling-bling, de vouloir se faire plaisir, c'est tout à fait normal, hein. Mais il faudrait seulement essayer de garder la tête sur les épaules, savoir que euh, vous entrez dedans, vous vous embourbez, vous vous perdez. Parce que ça va finalement un jour arriver. Voilà, il ne faudrait pas que vous fermiez
euh, la porte du bureau. Voilà. Donc, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment d'être très modéré, de garder vraiment la tête sur les épaules, surtout au début, quand vous avez la chance d'avoir beaucoup d'argent qui entre, beaucoup d'opportunités, tout ça, il faut plutôt investir dans ces opportunités, hein, plutôt investir dans le bureau. Ça veut dire, au lieu d'acheter des voitures chères, voilà, des bijoux, des montres, commencer à voyager, commencer à dépenser très tôt cet argent, il faudrait plutôt investir dans le bureau, investir dans le matériel, investir dans la formation. S'il faut que vous achetiez un bureau, c'est encore l'idéal parce que ça vous épargne demain de travailler. Voilà. Investir dans votre formation personnelle aussi. C'est ça l'idéal. C'est ça vraiment l'idéal. Et puis après, bon, diversifier les investissements, hein, diversifier les entrées, les sources d'argent, les sources d'entrée d'argent. Si c'est possible, tant mieux. Voilà. Pour que, voilà, les jours de la disette, quand il n'y a pas d'entrée dans le cabinet, bon, vous avez peut-être des investissements, vous avez investi dans l'immobilier à gauche, à droite. Ça vous permet de vivre correctement, de garder un train de vie, je ne veux pas dire modeste, mais voilà, un bon train de vie équilibré et tout ça. Voilà, mais bon, c'est après, je peux dire, c'est après, bon, voilà. Quand on a déjà atteint un certain standing, on a déjà assez investi que bon, maintenant on peut faire du bling-bling. Bon, si ça sert, est-ce que ce bling-bling sert? Bon, en Afrique, les gens ont tendance à, euh, généralement, hein, euh, je ne mets pas tout le monde dans le panier, mais on a tendance à considérer une personne par ce qu'il représente, hein, par ce qu'il a. Quand on vous présente à un architecte ou un avocat ou un médecin, vous le regardez d'abord de la tête aux pieds. Voilà. S'il est bien, il a une belle voiture, il a un beau bureau, il a une belle maison, là, on se dit, la personne connaît. Alors que généralement, c'est, bon, voilà, on peut avoir tout ça et ne pas vraiment être fort dans le métier, ou vraiment maîtriser le métier, être sérieux, mais bon, n'avoir pas encore eu beaucoup d'opportunités pour avoir, voilà, avoir ce standing, un certain standing de vie. Donc voilà, donc ça peut aider pour rassurer certains clients. Voilà, de se dire que bon, il est déjà assez stable, voilà, il a de bonnes entrées, donc je peux lui faire confiance, je peux avancer avec lui dans un projet immobilier. Bon, voilà, de ce côté-là, oui. Mais bon, toujours qu'il faut rester modéré, il faut savoir, Parce bon, que ça voilà, arrive aussi qu'un pas. client pose la question à un architecte ou à un professionnel d'un métier libéral, est-ce que vous avez déjà touché, par exemple, 100 000 dollars pour voir un peu votre réaction? Oui, C'est possible. oui, oui, ça arrive, ça arrive. Si ce jeune a posé la question, il, il se la pose lui-même, en fait. Il se la pose sans vous le dire, il se la pose en vous regardant, en s'imaginant, bon, mon projet, c'est un projet de 500 000 dollars. Bon, est-ce que, voilà, si je vais avec lui, ça va aller jusqu'au bout? Et puis, bon, il a des épaules assez larges? Bon, il vous juge en vous regardant. Voilà, il vous juge aussi en regardant le bureau et tout ça. Alors, quand vous avez investi dans le bureau, vous avez investi dans le matériel, bon, facilement, il remarque que c'est du matériel de qualité, vous avez un beau bureau, vous avez des belles installations, voilà, vous avez une équipe dynamique, tout ça, ça va, ça le met en confiance. Il se dit, voilà, c'est des gens voilà, qui ont déjà eu à travailler sur des gros projets, voilà, donc c'est pas mon projet qui va les déboussoler ou bien qui va, voilà, c'est des gens sur qui je peux investir et puis on peut avancer avec eux. Donc bon, ça va de soi, c'est compréhensible, hein, avant de monter sur un cheval, on se rassure que le cheval voilà, il est en bonne santé, qu'il va vous emmener loin. Voilà, voilà, c'est pareil. De partout où vous nous suivez, nous sommes avec l'architecte Dieudonné Mutombo. Vous sentez la sagesse et l'expérience. Dieudonné Mutombo fait partie de ce fleuron de l'entrepreneuriat congolais, mais sauf que c'est quelqu'un de très, très réservé et il passe peu dans les médias. Il est plus dans la pratique. Nous avons cette opportunité, cet honneur de l'avoir pour partager son expérience de manière équilibrée à tous ces jeunes qui travaillent dans les métiers libéraux et ces jeunes
entrepreneurs dans le domaine de l'architecture et qui sont des entrepreneurs pour avoir cet équilibre entre l'expérience, entre les opportunités, ainsi de suite. Dieudonné, nous arrivons à cette phase lorsqu'on doit s'établir. Nous avons commencé votre parcours dans la formation et vos premiers pas. Maintenant, comment on s'établit en ayant pignon sur rue, en ayant bureau? Comment on s'établit, on se construit dans un métier libéral comme le vôtre qui est architecte? Comment maintenant vous vous êtes construit? Cabinet, référence des documents, les projets, constitution d'une équipe et savoir aussi déléguer le travail autour de vous. OK. Alors, nous, quand on a fini, moi, j'ai fini en 2007. C'était la promotion 2006-2007. L'ordre des architectes n'avait pas encore été promulgué. Ce qui fait que les exigences de mon époque et de maintenant sont différentes. Donc, à l'époque, quand vous finissiez, vous pouvez déjà vous lancer dans le métier et puis commencer à signer de votre nom, signer en tant qu'architecte. Donc, ce qui fait que, comme je vous ai dit 3 mois après avoir décroché notre diplôme, voilà, un ami et moi, il s'appelle Toto Kambaji, on a commencé directement à travailler ensemble. On a commencé à travailler et puis, voilà, et puis on a évolué. D'abord, nous deux, lui et moi, on a travaillé en tant que libéral. Avant, bon, ça nous a pris à peu près 4 ans avant maintenant de décider de mettre en place un cabinet, d'avoir tous les documents qu'il faut, administratifs, de prendre un bureau, des locaux, voilà, et tout ça. Mais actuellement, quand quelqu'un sort de l'école, quand il finit l'école, il a l'obligation de faire 2 années dans un bureau d'études. Donc, vous ne pouvez pas passer de l'école à directement du métier et commencer à entrer directement dans le bain du métier. Vous êtes obligé de passer par un maître qui va vous former pendant les 2 ans, les 2 années. Vous êtes déjà architecte, mais vous êtes architecte stagiaire pendant 2 ans dans un cabinet d'architecte. Et c'est l'ordre des architectes qui organise ça. Donc, il sait. Donc, pour tous ceux qui finissent, on les envoie dans les cabinets d'architectes. Eux, ils vont superviser ça aussi. Et puis, à la fin, au bout des 2 ans de formation, vous êtes coté par votre mentor, par votre maître, et il va communiquer la cotation au secrétaire général de l'Ordre des architectes pour dire oui, effectivement, le stage était concluant et tout le reste. Bon, voilà. Dès que maintenant vous avez cette autorisation, donc votre mentor donne l'autorisation d'évoluer maintenant en tant qu'architecte libéral, bon, là maintenant vous êtes libre, soit de continuer avec lui ou bien de continuer dans le libéral. Et de signer voilà, les plans de votre nom, en fait, pour avoir les permis de bâtir. Alors, vous avez le choix, soit de travailler dans le libéral, ça veut dire vous n'êtes pas obligé d'avoir forcément un bureau. Votre bureau, ça peut être chez vous à la maison, vous pouvez organiser un coin chez vous, ou carrément, voilà, louer juste un petit local comme bureau. Parce que vous êtes seul, vous gérez seul et tout le reste. Ou bien, vous allez maintenant dans une structure où vous créez une structure, un cabinet d'architecte. Ça demande des documents administratifs. L'État doit vous reconnaître. Vous devez payer les taxes, les impôts et tout le reste. Vous devez payer un loyer beaucoup plus conséquent. Vous devez avoir du personnel avec vous qui vous accompagne en fait dans la réalisation de tout ça. Donc ça, c'est plus de frais. C'est plus d'argent que vous allez dépenser.
Maintenant, il faut juste être malin. Nous, ça nous a pris 4 ans, en fait, de passer d'architecte libéral à aller dans, à créer un cabinet, à créer vraiment un cabinet d'architecte avec tout ce que ça demande. Parce il faut avoir une certaine stabilité pour pouvoir engager des gens. Il faut avoir un certain nombre de marchés, un certain nombre d'opportunités pour pouvoir avancer avec des gens. Sinon, c'est assez dangereux. Vous risquez de mettre la clé à la porte à peine vous commencez, et puis voilà, vous êtes obligé de fermer. Donc, voilà. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous l'architecte Dieudonné Mutombo, qui nous parle de son parcours dans ce magazine, et nous profitons de l'occasion pour saluer Toto Kambaji depuis là où il se trouve en train de suivre ce programme. Dieudonné, nous arrivons maintenant à ce niveau de la gestion du projet. Votre contact avec le client, comment vous le gérez, comment vous développez votre projet et quelles sont les étapes à franchir. Donc, par exemple, madame ou monsieur YZ vient vers vous, j'ai tel projet. De la prise en main, de la présentation du projet jusqu'au suivi et à l'exécution finale et à la remise de la clé. Partagez-nous votre expérience dans ce domaine, comment vous vous y prenez et par rapport à cela, comment vous pouvez conseiller à un jeune entrepreneur la manière de s'y prendre dans ce moment clé, parce que c'est ça même la clé d'être architecte. Vous allez dessiner, vous allez suivre, vous allez gagner le marché, évaluer les prix, les coûts, ainsi de suite, suivre le travail dans le chantier. Tout cela, comment ça se passe selon votre expérience? OK. C'est une maîtrise d'œuvre. Hein? Donc, on commence par la conception du projet jusqu'à sa réalisation. Voilà. Et suivi des travaux et tout le reste. Moi, ce que je peux conseiller, c'est que au tout début déjà, dans les premiers contacts avec le client, il faut déjà saisir ce que la personne veut exactement. Pour ne pas trop traîner. Donc, vous produisez le projet, on ne l'apprécie pas beaucoup, voilà. Voilà, il faut clairement bien cibler ce que le client veut. Donc, le premier contact, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement. Voilà, il y a des clients qui viennent avec un projet bien fixe dans la tête. Ils savent que, bon, je veux faire un immeuble, je veux autant d'appartements, voilà, j'ai déjà acheté une parcelle, elle peut aussi ne pas encore avoir acheté une parcelle, bon, voilà, c'est ça que je veux. Et je veux à peu près avoir euh, des locataires, je vise tel revenu, euh, euh, voilà, par appartement, et j'ai peut-être un budget qui avoisine autant. Voilà, ce genre de client, ça vous facilite déjà parce que vous savez exactement ce qu'il veut et ça vous aide à le satisfaire très rapidement. Parce qu'il faut noter une chose, quand nous concevons des projets, ce n'est pas pour nous en fait, c'est pour le client. Donc c'est pour satisfaire le client, c'est pour exprimer ce que lui, il a comme idée dans sa tête. Donc récupérer cette idée, la sortir de la tête, la matérialiser. Parce que lui, ce n'est pas son métier, il en est incapable. Nous, c'est notre formation. Donc, mieux vous avez compris le besoin du client, mieux vous savez proposer un projet qui va vers ses attentes. Voilà. Alors, dès qu'on note bien ce qu'il veut exactement, si le client n'est pas bien précis sur ce qu'il veut, nous l'accompagnons, nous l'aidons en fait à, 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 à étudier les différentes possibilités. Parce qu'il y a des clients qui arrivent, bon, voilà, il ne sait pas vraiment où acheter le terrain. Bon, on m'a proposé un terrain là, il y a un terrain là et tout ça. Il faut savoir, bon, vous voulez quoi en fait? Qu'est-ce que vous voulez? Votre résidence? Vous voulez construire un hôpital? Vous
voulez construire une école, vous voulez construire un immeuble bureau, voilà. Dès qu'il vous donne ces petites informations, vous l'aidez maintenant, vous l'orientez. Voilà, ce site est privilégié pour tel projet. Pour ce type de projet, il faut avoir au moins telle superficie de terrain. Voilà, et vous l'accompagnez comme ça, à fixer les idées, à fixer les points. Voilà. Dès que cette étape est passée, où on sait exactement qu'est-ce qu'on veut, où tout est fixé entre vous et les clients sur ce qu'on veut, voilà, nous maintenant, on commence maintenant à concevoir. Concevoir, c'est quoi? C'est commencer maintenant à créer, en fait, en dessinant ce projet. On fait les premières ébauches. Les premières ébauches, généralement, c'est à main levée. Hein. C'est une zonification, en fait. Euh, pardon. Surtout quand c'est un projet assez complexe, on essaie de zonifier les grandes parties du projet. Ici, il y aura ça. Sur cette zone, on aura ça. Sur cette zone, on aura ça. C'est ça la première ébauche qu'on peut présenter déjà au client pour lui dire, bon, sur votre projet, on va utiliser autant de mètres carrés parce que l'exigence de l'État sur, voilà, on a 40% maximum qu'on doit utiliser pour l'occupation du sol. Voilà, donc sur les 40%, on met autant de mètres carrés pour ça, autant de mètres carrés pour ça. Ça, c'est l'ébauche. Dès qu'avec le client, c'est bon, pour lui, il est satisfait, vous passez maintenant à l'élaboration de l'avant-projet sommaire. Donc, sur l'avant-projet sommaire, ce sont des plans. Les plans des différents étages, si c'est un bâtiment en hauteur ou si c'est rez-de-chaussée, où les différentes pièces sont agencées. Sur ces plans, c'est un plan côté où on voit comment les pièces, on passe d'une pièce à une autre, et tout ça. Voilà. Et dès que vous avez fini cette étape, vous pouvez déjà aussi présenter au client. Voilà comment nous avons organisé le fonctionnement en fait du projet. Dès que le client est satisfait, vous lui expliquez comment ça fonctionne. Dès que c'est bon, vous passez maintenant à l'élévation parce que ce qui intéresse le plus aussi le client, à part le fonctionnement, c'est à quoi va ressembler le bâtiment. Alors là, c'est vraiment dans l'élévation avec les façades, les 3D, les vidéos et tout le reste. Quand vous avez fini cette étape, vous pouvez maintenant présenter aussi au client. Dès qu'elle est contente, elle est satisfaite, vous avez quasiment fini la première étape du projet qui est l'avant-projet sommaire. C'est ça les plans d'architecture. Dès que les plans d'architecture sont finis, vous pouvez maintenant passer à la deuxième étape, ce sont les plans d'ingénieur. Alors, la particularité avec nous, en fait, avec Condem Architecture, c'est que nous, on ne se limite pas seulement au plan d'architecture. Nous travaillons aussi les plans d'ingénierie parce que nous avons des ingénieurs dans le cabinet. Et moi, j'aime bien travailler les plans d'ingénierie. Pourquoi? Avec les ingénieurs. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que le projet du départ, l'âme du projet ne soit pas perdue, en fait. Dans les plans d'ingénierie, c'est là qu'on fait les études de la structure. Voilà. Des fois, certaines études de la structure demandent à ce que le projet soit modifié, hein, ou que certaines pièces soient... Bon, voilà. Alors, quand il y a la présence quand même d'un architecte, ça permet quand même de garder cette authenticité du projet de départ, hein, avec l'âme du projet, que ça ne soit pas perdu. Mais bien sûr, dans la réalisation des plans d'ingénierie, il faut au préalable avoir les études géotechniques, hein, qu'on peut appeler études du sol. Les études du sol, c'est un peu général, mais dans cette généralité, il y a les études géotechniques faites par un laboratoire. Donc, il y a un labo géotechnique qui fait ces études pour savoir comment est composé le sol, voilà, l'importance du sol, la capacité qu'a le sol à pouvoir porter des charges. C'est ça qui nous éclaire sur le type de fondation que nous allons utiliser pour le projet. Et le type de structure, le gabarit des structures et tout le reste. Donc, c'est à partir de ces études géotechniques qu'on peut maintenant avancer sur les études d'ingénierie pour pouvoir faire les notes de calcul, faire les études de structure avec les notes de calcul à côté, et les études, et puis il y a les études de techniques spéciales, climatisation, électricité, plomberie. Donc, tout ça, nous, dans notre cabinet, on met ça dans ces études d'ingénierie
Quand c'est fini, c'est quand maintenant on peut passer à la troisième étape. C'est là que nous réalisons le défi. C'est un défi quantitatif et estimatif quantitatif où il est quand même détaillé. C'est là que nous réalisons le planning du projet. Parce que quand vous vous lancez avec un client, il doit savoir combien de temps peut prendre son projet, la réalisation de son projet. C'est quoi le coût? Combien ça va lui coûter? Parce qu'il ne faudrait pas qu'il se dise, on va sur 60 000 $ et puis à la fin, vous êtes à 120 000 $. Non, il faut vraiment bien fixer le coût. Il sait dans quoi il s'engage et chaque partie, il sait que la partie de la fondation va coûter autant, l'élévation, ceci, cela. Donc voilà. Et après, on fait le dossier d'appel d'offres. On le prépare, ce dossier d'appel d'offres. C'est pour aider maintenant le client, accompagner le client à pouvoir choisir l'entrepreneur, l'entreprise de construction qui va réaliser le projet. Donc voilà, et bon, dans ce dossier d'appel d'offres, il y a certains documents que nous rajoutons, charges et tout ça, qui vont spécifier exactement les matériaux, le choix de certains matériaux, notamment les carreaux, c'est sur quel type de carreau on va utiliser, quelles sont les dimensions, voilà, les châssis en alu ou pas, ou métallique, les portes seront en bois ou pas, quel type de bois, dimension des portes et tout ça. Bon, voilà, donc tout est calibré, tout est bien spécifié. Donc, et les plans et les cahiers de charges. Donc, quand maintenant l'entreprise a tous ces documents, il ne tergiverse plus. Il sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Il sait qu'est-ce qu'il doit produire. Il sait quelle qualité on lui demande. Voilà. Et voilà. C'est tout ça maintenant, c'est pour protéger au fait le client, pour que le projet au final soit réalisé tout en respectant les besoins et les demandes du client à travers son architecte. Dieudonné Mutombo, c'est déjà la fin de notre programme. Nous n'avons pas vu le temps passer tellement que c'était captivant. Maintenant, vous allez nous parler de vous. Donc, à travers ce programme, il y a tout type de clients, tout type de personnalités qui peuvent faire appel à votre savoir-faire. Nous savons que nous allons revenir avec d'autres séries d'émissions pour présenter la vision de l'architecture et présenter les ambitions des entrepreneurs dans ce programme depuis les États-Unis d'Amérique en étant en connexion avec Kinshasa. Dieudonné, tu peux parler de toi, comme c'est déjà la fin, et présenter ce que tu fais. Et quelle est la spécificité de travailler avec Dieudonné Mutombo dans son cabinet? Ok. J'ai du mal à parler de moi déjà. Alors, Tandem Architecture Internationale est un cabinet qui existe depuis 2014. Nous avons 6 architectes, 2 ingénieurs en bâtiments et travaux publics, un urbaniste et puis un architecte d'intérieur. Le cabinet est situé ici à Kinshasa. Nous sommes aux galeries présidentielles, les anciennes galeries au 9e étage. Nous évoluons principalement en RDC, mais aussi au Cameroun, notamment à Yaoundé et Douala. Bon, Douala, on n'a fait qu'un seul projet, mais Yaoundé, nous avons plusieurs projets que nous avons conçus, dont la plupart sont en train d'être réalisés en ce moment. Notamment le projet phare, en fait, ça c'est le plus gros projet en fait, du cabinet qui s'appelle Dreamland. Donc, si vous allez même sur YouTube ou sur le net, vous tapez Dreamland, vous allez trouver. C'est un projet sur un site de 18 mètres carrés sur lesquels nous avons plusieurs types de logements, d'habitation, un centre commercial avec beaucoup de commodités, sport, des parcs et tout le reste. Voilà. Bon, nous évoluons, comme vous avez dû le comprendre dans l'architecture, dans la réalisation des projets. Nous accompagnons
les clients dans la réalisation de leurs projets immobiliers. Nous concevons aussi des projets immobiliers. Au Cameroun, pour le projet Dreamland, nous avons accompagné le client dans la conception de ce projet immobilier, mais aussi nous avons travaillé sur la réalisation du logiciel de conciergerie, parce que la particularité là-bas, c'est qu'il y a un logiciel de conciergerie qui gère, en fait, qui va gérer tout le site. Donc, à partir de son téléphone, de son ordinateur, de sa tablette, voilà, on paye le loyer, on fait des commandes, des réservations pour la salle de sport, massage et tout ça. Voilà, et différentes commodités sur le site. Voilà, sans pour autant se déplacer. Vous avez une plainte à faire, l'eau sointe, fuite, vous avez une ampoule qui est grillée. Donc, tout ça, ça se passe comme ça. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, de chercher quelqu'un, voilà, le concierge. Non, tout est sur cette plateforme. Nous avons travaillé comme ça pendant 6 mois avec des ingénieurs camerounais et on a mis en place cette plateforme. Alors, bon, voilà, nous évoluons dans tout type de projets, allant des villas, nous avons fait des écoles, nous avons fait des centres de santé, voilà. Et nous avons travaillé aussi sur plusieurs projets à l'intérieur de notre pays, notamment dans le Maïndombe et le Lomami. Nous avons conçu des petites villes comme ça, mais c'est un projet qui n'a pas abouti, malheureusement. C'est un gros projet urbanistique où on devait, sur des villages qui existaient, proposer des villes. Bon, voilà, beau projet, mais malheureusement, n'a pas abouti. Donc, en gros, c'est ça la petite présentation du cabinet. De partout où vous nous avez suivis, nous avions l'insigne honneur de recevoir pour vous Dieudonné Mutombo, qui est architecte en République démocratique du Congo. Il nous a partagé son expérience sur la vision d'être architecte, entrepreneur dans un métier libéral. Il a parlé de ses réalités. Nous allons encore revenir avec Dieudonné pour d'autres sujets, afin que tous ceux qui veulent, comme jeunes, aller dans ces métiers, avoir quelques informations qui leur sera utile. De partout, nous avez suivi. Un grand merci. Dieudonné, merci et un grand merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Passez une bonne soirée. Merci à vous aussi. Inside lane, missing exits, glued to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around